Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Nuance 2, votre émission qui parle des différentes stratégies du commandeur multijoueur. Ici Thibaut comme d'habitude, et aujourd'hui nous allons parler de la stratégie Group Hug. Mais avant de toute chose, je tiens à faire un petit rappel, il y a une vidéo qui est sortie il y a très peu de temps sur la chaîne, c'est la vidéo la plus importante de l'année, rendez-vous compte un petit peu du truc. Eh bien, il faudrait que vous alliez y jeter un petit coup d'œil, puisque c'est extrêmement important pour nous concernant l'avenir de la chaîne, et également les façons dont vous pouvez nous soutenir et soutenir tous les grands projets que nous sommes en train de mettre en place pour vous, pour la communauté commandeur multijoueur. Bref, sans plus attendre, je vous rappelle le principe de l'émission. Le but ici c'est de présenter une stratégie et les différents commandants et les cartes clés de cette stratégie pour un peu mieux la comprendre et savoir comment est-ce qu'elle fonctionne. Je vous invite comme chaque fois à aller visiter le GUNEC, notre guide utile de notation et d'équilibrage du commandeur, pour avoir plus d'informations sur ces différentes stratégies, mais également pour retrouver les différents commandants qui s'y jouent. Et commençons tout de suite par la question du jour, qu'est-ce que le groupe Hug? Eh bien, groupe Hug, ça se traduit littéralement en français par câlin de groupe. Alors attention, restez à distance s'il vous plaît pour le moment, mais comment on ne peut pas aimer cette stratégie à partir du moment où on parle de câlin? D'habitude, l'un des buts principaux d'un deck de commandeur, c'est de faire le maximum pour gagner la partie, ou du moins pour rassembler ses synergies et pour que la stratégie du deck fonctionne dans l'optique de éventuellement gagner la partie, même si on a plusieurs adversaires en face, et que du coup c'est un petit peu compliqué. Le but, c'est généralement d'utiliser au mieux la stratégie du deck et du commandant, et tous les outils qui vont avec, qui sont présents dans le deck pour faire en sorte que ça fonctionne, et que du coup ça nous rapproche de la victoire. La stratégie Group Hug, elle fonctionne différemment. Ici, elle se focalise en fait sur les effets bénéfiques pour tous. Donc pour tous, donc c'est les effets symétriques, comme on les appelle. Et pourquoi? Dans le but en fait que la partie soit agréable pour tout le monde. En gros, que tout le monde passe une bonne partie. Alors évidemment, le but c'est quand même que le jeu Group Hug ne soit pas juste un jeu qui donne des cadeaux à tout le monde. Le but aussi c'est que ces cadeaux-là, vous soyez légèrement plus avantagés, parce que c'est vous qui les mettez en place. Alors malgré cela, en fait, le deck Group Hug contient quand même malgré tout des conditions de victoire, même si celles-ci ne sont pas son objectif principal. En gros, la victoire, elle peut arriver à un moment par un concours de circonstances, où juste, j'ai peut-être ma combo avec 5 ou 6 cartes qui va s'assembler, et d'un seul coup, je peux gagner la game, mais bon, si je peux faire en sorte qu'elle dure un petit peu plus longtemps et qu'on s'amuse un peu plus avant, on va faire en sorte que ça soit le cas. C'est vraiment pas un objectif à tout prix de gagner, c'est pour ça que généralement c'est une stratégie dans laquelle on retrouve assez peu de tutors, ou du moins de tutors pour aller chercher différentes pièces de combo, ou alors que c'est également une stratégie dans laquelle les combos sont beaucoup plus alambiqués encore que dans le reste des autres stratégies, donc voilà, c'est généralement quelque chose qui est pas très courant. Une erreur qui est quand même communément présente, c'est qu'un deck Group Hug ne doit contenir aucune condition de victoire. Alors le problème c'est qu'en fonctionnant comme cela, le joueur devient alors illogique. En gros, c'est plus vraiment un joueur, c'est juste un gars qui balance des jokers à la face de tout le monde. Et du coup, on se retrouve plutôt à entraver la partie plutôt qu'à l'aider. Puisque on se retrouve sur une table à 4 joueurs où finalement il n'y a que 3 joueurs qui sont réellement actifs. Dans ce cas-là, le joueur de Group Hug en fait devient plus un boulet, puisqu'en fait il va faire en sorte que rien ne se passe sur la table et que tout le monde soit à égalité, mais sans lui-même éventuellement à un moment essayer de gagner la partie. Alors, malheureusement, il existe également des faux decks Group Hug. Alors ceux-ci sont les plus difficiles à trouver, puisque généralement ceux-ci se cachent derrière quelques cartes bénéfiques pour tout le monde, mais derrière leur jeu, en fait, ils allaient chercher les bonnes cartes, les bonnes combos, de manière à mettre fin à la partie rapidement, en fait, en utilisant ces effets bénéfiques pour qu'ils soient d'autant plus dévastateurs, parce que leur jeu est prévu autour de ces effets bénéfiques-là, pour terminer la partie. Et là j'ai envie de dire shame on you, vraiment vous devriez avoir honte, puisque un deck Group Hug, sa logique principale c'est vraiment pas du tout de gagner en priorité. Donc du coup si c'est juste pour balancer quelques effets bénéfiques pour faire de la politique, en fait vous êtes un deck politique, vous n'êtes pas un deck Group Hug. Quelles sont les autres stratégies qui synergisent et qui fonctionnent bien avec le Group Hug? C'est simple, il y en a deux autres qui sont très récurrentes j'ai envie de dire. C'est le Pillow Fort, qui est littéralement quasiment fusionné dans le Group Hug généralement. Alors Pillow Fort c'est quoi? C'est forteresse d'oreiller en français. Alors oui, là du coup ça vous évoque peut-être pas grand chose, mais en gros le but c'est de faire en sorte que personne ne m'attaque, donc du coup je suis tranquille, et je peux faire ce que je veux. Et généralement ici quand on combine Pillow Fort et Group Hug, le but c'est faire ce que je veux, c'est poser mes cartes où je suis sympa avec tout le monde, et éviter qu'à un moment ça puisse dégénérer, qu'il y en ait un qui commence à m'attaquer, qui commence à faire le gros bourrin, parce que oui c'est bon, j'ai balancé des effets bénéfiques, lui il en a bien profité, mais il a pas envie que les autres continuent à en profiter, donc du coup, meilleure solution du jour, tuer le joueur qui donne les effets bénéfiques, bien évidemment. L'autre stratégie qui fonctionne généralement très bien avec le Group Hug, c'est la stratégie pioche. Et oui, parce que la pioche, elle fait généralement partie des effets bénéfiques très présents au Group Hug, on va en parler tout à l'heure, mais donc du coup, autant faire en sorte d'avoir quelques synergies avec ça. Donc quand je pioche, j'ai un autre effet qui se déclenche, parce que j'ai une carte qui aime bien que je pioche, généralement ça fait plaisir en effet.
Alors je ne vais pas évoquer les commandants avec les cartes clés pour chacun d'entre eux dans cette stratégie, puisque dans la stratégie group hug, en fait, le commandant est généralement un outil supplémentaire qui va pas déterminer de manière très précise en fait comment est-ce qu'on va jouer la stratégie. En fait, les decks group hug se ressemblent un peu tous, puisque la seule différence c'est quelle couleur est-ce qu'ils vont jouer. Mais par contre, on retrouve souvent des cartes clés selon les couleurs qui sont jouées. Et du coup, c'est ce à quoi on va s'intéresser maintenant. Alors on va commencer avec le blanc. Le blanc, qu'est-ce qu'il aime bien faire? Il aime bien jouer des créatures, il aime bien également les points de vie, il aime bien les marqueurs. Donc c'est pour ça que je vais vous présenter ces 3 premières cartes qui sont généralement très connues des joueurs de blanc qui aiment le group hug: Offrande Bienveillante, Avokiste d'Orzhov et Inversion de Sablier. Donc Offrande Bienveillante, en plus étant un éphémère qui peut du coup créer des jetons sous votre contrôle celui d'un adversaire et en plus faire gagner des points de vie, là c'est la totale, je veux dire, ça fait plaisir. L'Avokiste d'Orzhov du coup qui est dans un deck un petit peu mi-pilo forte, mi-politique, mi-group hug, on est quand même sur une carte qui va faire en sorte que vous ne puissiez pas être attaqué, qui va également booster les créatures adverses. Ça peut se retourner contre vous, mais généralement, si on met un petit peu de pilo forte derrière, eh bien on se protège et on évite de se retrouver à reprendre les créatures qui ont gagné les marqueurs un peu plus tard. Donc ici, on est vraiment sur une logique, encore une fois, très sympathique, mais avec un petit côté agressif malgré tout. Et l'inversion de Sablier, là on se retrouve avec le truc ultime là du group hug, c'est de faire en sorte que la partie soit équilibrée pour tout le monde. Donc du coup, si un adversaire commence à prendre trop les devants et à s'acharner un petit peu trop sur d'autres joueurs, eh bien vous pouvez faire une inversion de Sablier pour rétablir l'équilibre, ou plutôt pour le punir d'avoir essayé de déséquilibrer la partie. En bleu, qu'est-ce qu'on aime faire? On aime piocher, et oui, le bleu c'est la première bonne couleur du group hug, ex aequo avec une autre dont on parlera plus tard. Et ici le bleu il aime piocher, c'est pour ça que je vous propose le précepte de Crufix, la brillance des esprits, et Nat, experte en conjuration, pour changer un petit peu. Précepte de Crufix, là on est sur le type d'enchantement classique qui est très présent dans le group hug. On pioche une carte de plus au début de notre étape de pioche. Et bah évidemment, voilà, ça fait plaisir. C'est le petit truc en bonus, c'est le petit truc que les gens aiment bien, voilà. Mais quand l'effet est tout seul, quand il commence à y en avoir beaucoup trop, les gens ne savent plus quoi faire de leur carte et du coup ils s'inquiètent un petit peu, voilà. La brillance des esprits, c'est le genre de sort avec l'union des forces, en fait, où tout le monde peut payer du mana. Alors, c'est pas forcément le meilleur sort à utiliser quand vous jouez group hug, parce que malheureusement, il faut que tout le monde soit un petit peu dans le même état d'esprit que vous. C'est-à-dire, vous êtes là pour vous dire, ok, je vais donner un bénéfice à tout le monde, donc du coup, ça serait bien que tout le monde se dise, ok, j'ai investi du mana dedans pour piocher les cartes. Donc du coup, c'est vrai qu'il faut avoir des gens qui sont très ouverts d'esprit, la blague, et en plus qui vont faire en sorte de payer du mana supplémentaire, et que vous ne soyez pas le seul à payer du mana sur Brillance des Esprits, et tous les sorts avec l'union des forces. Nat, c'est un petit peu le kit au double, c'est-à-dire que en fonction des decks que vous avez en face, vous pouvez vous retrouver vraiment à tout miser sur un coup de poker. Est-ce qu'ils ont des grosses cartes? Est-ce qu'ils ont des petites cartes? Mais ça peut être très bénéfique et malheureusement ça peut être trop bénéfique aussi, donc attention quand même à ne pas l'utiliser à outrance dans vos decks group hug. Le noir! Le noir, non, la blague. Le noir c'est quand même la couleur de l'individualité, vous allez retrouver très peu d'effets bénéfiques, symétriques en noir. Généralement ils sont pas très bons, ou ils sont très quelconques. Et le noir, en fait, c'est tout simplement la couleur la moins jouée en group hug, parce qu'elle est pas bonne, en fait. Voilà, parce qu'elle n'a pas assez d'effets bénéfiques, et qu'elle apporte pas grand-chose à cette stratégie. Donc du coup, je n'ai pas de carte à vous conseiller en noir. Passons maintenant au rouge, qui est en fait la couleur la moins jouée généralement en group hug, mais qui n'est pas en reste, et là je vais vous le montrer, puisque, qu'est-ce qu'on aime faire en rouge? On aime piocher. Et on aime quoi? Et on aime doubler les manas, pardon. Et oui, je vais vous présenter les cartes. Un bleu défecteur, le mana flair et Corvat's Fury. Eh bien, un bleu défecteur, oui, évidemment, c'est une carte de pioche, en plus qui se file aux adversaires. Alors bon, après, il faut essayer de dealer, être un peu politique et dire, bon, écoutez, les gars, on fait tourner, quoi, normalement, et qu'il n'y en ait pas un qui se l'accapare jusqu'à la fin de la partie, mais bon, ça n'a aucun intérêt, bien évidemment. Donc, le mana flair, ça, je pense que beaucoup de gens ne le connaissent pas. C'est un doubleur de mana, pour tous les joueurs, en rouge. Et ça, c'est justement l'une des cartes qui fait que le rouge, eh ben en fait, il est envisageable dans cette stratégie group hug, parce qu'on a ce doubleur de mana en rouge. Et enfin, Corvat's Fury, ça va me permettre d'aborder un autre sujet. Ce sont les cartes de Battle Bond, en fait, qui permettaient de choisir pour chaque joueur, ami ou ennemi, et de faire un effet différent selon le choix qui avait été fait. Et ici, justement, le choix ami, c'est le choix de faire défausser la main pour repiocher autant plus 1. Et alors, on pourrait dire oui, mais ça embête un petit peu les adversaires. Certes, mais selon le moment auquel vous l'utilisez, avec un bon timing, vous pouvez faire en sorte que ce soit un effet bénéfique pour des joueurs qui ont des mains généralement assez pauvres. Et puis de toute façon, il y a quand même le truc pour infliger des blessures derrière, donc du coup vous avez moyen aussi que ce soit un petit moteur à kill si jamais vous avez réussi à faire fonctionner. Donc une carte un petit peu double fonction ici. Et enfin le vert qui est l'autre très bonne couleur de cette stratégie group hug avec le bleu,
eh bien qu'est-ce qu'on fait en vert? Eh bien généralement on fait du mana, on va chercher les terrains, et on pioche aussi des cartes. Et oui, j'ai Rythme du Printemps, Sacre de l'Abondance et Explorateur Émérite pour vous. Rythme du Printemps, bah oui, voilà, doubleur de mana plutôt classique, il y en a plein en vert, il y en a plein. Voilà, j'ai rien à dire là-dessus, il y en a vraiment beaucoup de disponibles, mais c'est un bon exemple, ici Rythme du Printemps, très joli en plus, et puis ça évoque la fraîcheur, tout ça, enfin bon, bref. Le Sacre de l'Abondance, encore une fois un petit peu de la fraîcheur, voilà, tout ça, la nature, oui, bon bref. Le Sacre de l'Abondance, lui aussi, va nous permettre de donner une pioche supplémentaire à chaque joueur, et de poser un terrain supplémentaire par tour. Donc là, on se retrouve avec un effet qui est à la fois qui ressemble au précepte de Crufix, et en même temps qui ressemble également à une exploration, donc qui regroupe les deux, c'est tout bénef. Et c'est symétrique pour tous les joueurs. Donc c'est vraiment une des très bonnes cartes de ce vert. Et l'explorateur émérite, très vieille carte en fait, qui est purement group hug, puisque ben oui, permet d'aller chercher les terrains de base et de les mettre directement sur le champ de bataille, alors certes, à la mort, bien évidemment, eh ben c'est quand même pas mal, hein, parce que 2 terrains de base pour chacun, ça va aller vite, ça aide à bien ramper. Évidemment, je ne peux pas vous laisser partir sans vous parler des artefacts, puisqu'il y a des artefacts très connus dans les stratégies group hug, et là on est sur des gros classiques, parce que évidemment les artefacts, qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire la plupart du temps? Eh ben, piocher. La mine rugissante, la cloche du temple et la Horn of Greed, la corne d'avidité, eh bien, la mine rugissante, bien sûr, on se retrouve avec le même effet, encore une fois, une petite pioche supplémentaire au début d'état de pioche, ça fait toujours plaisir. Il y a plusieurs effets comme ça qui existent, mais ça c'est le grand classique. Très vieux et très connu. La cloche du temple, elle, s'active quand vous le souhaitez, donc du coup c'est plutôt pas mal et ça fait piocher chaque joueur. Donc voilà, ça fait plaisir aussi. Et la corne d'avidité, ça c'est quand même le top du top, étant donné que vous avez moyen de faire en sorte que les joueurs puissent poser plus de terrain par tour, et pourquoi pas leur dire quand vous jouez un terrain, vous allez pouvoir piocher une carte. Eh bien, c'est quand même pas mal du tout. Et enfin, s'il y a bien un terrain, un seul, l'unique, le seul, le plus beau, qui représente à lui seul toute la stratégie du group hug, c'est bien Mikokoro. Center of the Sea, le centre de la mer, qui permet tout simplement de faire piocher chaque joueur. Je veux dire, ça a un effet à la manière de la cloche du temple, donc c'est quand même le terrain qui représente vraiment cette stratégie où on va donner de la value à tout le monde. On va maintenant prendre le temps de parler de ces commandements populaires de la stratégie group hug, avec le premier, le plus beau, le seul, l'unique, le Kenrith, le roi réapparu. Et oui, c'est un commandant qui est puissant, déjà parce qu'il est 5 couleurs, et qu'il ne demande que du blanc pour être lancé, donc c'est plutôt sympa, mais surtout parce qu'il est multifonction avec de grandes synergies, et de nombreuses conditions de victoire qui sont envisageables avec ses capacités. Et oui, il permet de faire tellement de choses différentes que on peut envisager très rapidement, avec pas mal de mana, ou va devoir avoir du mana infini dans certaines conditions, et bien de gagner la game juste en un instant, sans que les adversaires puissent le prévoir. Et si vous voulez en savoir plus, eh bien je vous donne rendez-vous sur le deck tech que j'avais réalisé il y a un peu plus d'1 an, sur Kenrith le roi réapparu en mode group hug, avec une combo complètement improbable dedans, mais en fait qui en s'assemblant, eh bien permet de gagner la game quasiment instantanément. Donc vraiment, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil, c'est vraiment très intéressant, et ce commandant-là, eh bien comme il est puissant, et comme il est 5 couleurs, et comme il a autant de bonnes capacités, ça reste l'un des plus populaires de la catégorie group hug actuellement, même s'il est pas mal menaçant, vu qu'il ne sert pas que dans cette catégorie-là. Ensuite, évidemment, on a Kinaios et Tyro de Meletis, et oui, les good guys, les gars qui représentent les 4 meilleures couleurs, enfin les 4 seules vraies couleurs en fait pour jouer group hug, et qui présentent un effet qui s'adapte à chacun, c'est-à-dire la pioche ou le fait de pouvoir poser des terrains supplémentaires, généralement ce qui est quelque chose d'intéressant, les gens peuvent choisir selon ce qu'ils préfèrent, selon ce dont ils ont besoin. Et surtout, vous en tirez un bénéfice supplémentaire, puisque vous pouvez faire les deux dans le meilleur des cas. Donc voilà, c'est quand même très intéressant, ils représentent toutes les bonnes couleurs du group hug, et en plus, le petit bonus, eh bien, ils ont de quoi se défendre, c'est quand même une 2-8. Le commandant suivant, c'est le Feldagriff. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cet hippopotame, c'est le grand classique. Je veux dire, c'est le classique du deck group hug, parce qu'en fait, c'est le vrai premier commandant group hug. On y retrouve, en fait, dans toutes ces capacités qui sont activables chez lui, on y retrouve la logique de tirer un plus grand bénéfice. C'est je donne à quelqu'un, mais en même temps, j'en tire un bénéfice différent, et qui est quand même suffisamment intéressant. Donc voilà, il est vraiment en plus dans les meilleures couleurs du group hug, parce que blanc, bleu, vert, là, on est vraiment sur les meilleures couleurs, la meilleure combinaison possible et envisageable. Donc oui, en effet, Feldagriff fait partie de ces classiques, et il est encore joué de nos jours, par les nostalgiques certes, mais le deck est quand même très solide autour de lui. La suivante, c'est Selvala, exploratrice sur le retour, donc en blanc-vert, parce que avant d'être tout énervé en mono-vert, Selvala a eu le droit à sa version plutôt sympa, avec la capacité très group hug de Conspiracy 1, le pourparler, ou le parler en anglais.
on ne s'attend pas vraiment à faire piocher en blanc-vert, je vous avoue. Bah ici c'est le cas. Et le bénéfice supplémentaire qui vous attend par contre c'est du mana et des points de vie, donc là on est très blanc-vert en effet. Mais justement, c'est ça qui fait tout l'intérêt de Selvala, c'est que on est à la fois très group hug mais on en tire un bon bénéfice, certes un petit peu aléatoire, parce que ça dépend des cartes qui sont révélées et piochées par chaque personne, mais c'est quand même intéressant. Et il y a un petit bonus à savoir au niveau des règles, c'est que la capacité de Selvala, eh ben en fait c'est une capacité de mana, donc une capacité à laquelle on ne peut pas répondre. Et le dernier c'est Zedrou au grand cœur, eh ben oui, comme les effets de group hug sont symétriques généralement, ils s'appliquent à tous les joueurs, peu importe qui est le contrôleur de la carte. Ben pourquoi pas donner justement les permanents qui ont ces effets-là à vos adversaires, pour en tirer un plus gros bénéfice. Eh oui, parce que généralement les gens vont pas vous en vouloir, vous leur filez une mine rugissante, peu importe que c'est vous, que ce soit eux qui l'ayez. Mais ils risquent quand même de tiquer au bout d'un moment quand ils verront que vous avez beaucoup trop de points de vie parce que vous avez donné beaucoup trop de permanents. Mais ça généralement ils le verront pas tout de suite. En résumé, la stratégie group hug c'est une stratégie qui est assez méconnue. Pourquoi ? Parce qu'en fait, déjà de base, elle est considérée comme étant une catégorie qui ne veut pas gagner, ce qui est en fait faux. Le but c'est qu'elle ne veut pas gagner en priorité, elle veut faire en sorte que la partie se passe bien, mais il faut absolument que les decks group hug incluent à un moment ou à un autre une condition de win, sinon bah, tout simplement on perd l'envie de jouer contre eux parce que ça donne l'impression que le jeu n'a plus de sens en soi. Et derrière, l'autre erreur de conception, elle vient tout simplement du fait que certaines personnes utilisent les effets de group hug, donc les effets bénéfiques et symétriques, dans des decks qui ne sont pas group hug, en faisant croire justement qu'ils sont là pour faire bénéficier la table de leurs effets, alors qu'en fait, eh bien, le résultat est beaucoup plus intéressé, et pour faire en sorte bien de tuer une table, juste en leur balançant un couteau dans le dos en dernière minute. Malgré tout, ça reste une stratégie que j'adore, étant donné que on se retrouve des fois avec autour de la table des gens qui sourient, qui sont contents, parce qu'on leur apporte un bon effet bonus, parce qu'on leur apporte exactement ce qui manquait à leur deck, ce qui manquait à la sortie qu'ils ont eu durant la partie. Donc vraiment, ça fait plaisir de pouvoir apporter ce petit sourire-là en plus, même si des fois bah, vous ne gagnez pas, ou que souvent vous ne gagnez pas. Et d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai encore un petit dernier lapin à sortir de mon chapeau, c'est Quain, le factotum itinérant, et non, je ne vais pas l'aborder ici parce qu'en fait, il paraît que la prochaine vidéo de la tour de commandement, eh bien, elle va aborder un peu plus en détail le deck autour de ce lapin. Donc ça, du coup, je vous laisserai le découvrir dans la prochaine vidéo. Sur ce, comme à chaque fois, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire aussi quelle stratégie vous voulez voir explorer dans Nuance 2. Et surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Vous avez notre adresse mail également pour nous contacter. Et n'hésitez pas également à rejoindre nos tipeurs qui sont devenus extrêmement nombreux en l'espace de quelques jours. En tout cas, je les remercie du fond du cœur pour tout le soutien qu'ils nous apportent. Et j'espère que vous les rejoindrez pour soutenir nos différents projets ô combien ambitieux. Sur ce, je vous dis à la prochaine et salut à tous. Bye bye.